maintenant la discussion sur la question des nouveaux acteurs aujourd'hui en Tunisie et aujourd'hui dans la révolution tunisienne, avec une première question qui est celle de M. Larabichi. Bien sûr, oui. Alors, c'est pas tout à fait. D'abord, une petite observation et une question. D'abord, vous étiez un livre assez humble, c'est pas bon pour votre exposé. En tout cas, d'une très grande actualité, vous posez des problématiques très pertinentes. Cependant, si tu permets, CM, je voudrais quand même apporter quelques éléments. Les premières manifestations de la cyberdissidence ne sont pas manifestées en 2010. Le premier mouvement, à ma connaissance, selon les recherches que j'ai faites, avait commencé en 2005 à travers le mouvement Yezifok, qui était dans le cadre du mouvement du 18 octobre, mais également dans le sillage de la seconde phase du sommet mondial sur la société de l'information. Et il y a eu également un autre mouvement très important, et qui a obligé Ben Ali à reculer. C'était en 2008, quand Ben Ali, en août, si j'ai bonne mémoire, avait décidé d'interdire Facebook à partir de Tunis, si tu te rappelles. Il y a eu un grand mouvement relayé par des ONG internationales, et au bout de 2 mois, Ben Ali a été obligé de reculer, tout en gardant les autres réseaux sociaux, tels que Dailymotion, etc., interdits. Donc ça va. Là, la question que je voudrais te poser, là je suis vraiment, moi-même, vraiment très embarrassé, c'est qu'il y a un problème sémantique. J'ai l'impression que dans cyberdissidence, on met tout à la fois. Le cyberactivisme, la cybercriminalité, etc. Or, c'est un terme qui mérite d'être revisité aujourd'hui. Nous l'avons fait d'ailleurs un atelier qu'on avait organisé avec Orient 21. On avait invité les cyberdissidents, entre guillemets, et là, on a découvert notre monde. Tu sais que beaucoup d'entre eux ne se parlent même plus. Et en plus, on a vu qu'au lendemain de la Révolution, chacun avait suivi un autre itinéraire, qui n'a rien à voir avec la cyberdissidence. Certains d'autres ont donc créé des start-up, des entrepreneuriats, des logiques différentes avec différentes ONG internationales et évidemment la question des sous. Je n'en dirai pas plus, mais qui pose également problème. Donc il me semble qu'il serait très intéressant aujourd'hui de revoir, de revisiter cette notion de cyberdissidence à la lumière et de trouver d'autres termes. Il faudrait peut-être inventer, comme tu l'avais fait avec cet espace, j'ai beaucoup apprécié cet espace public que tu avais fait alternatif, beaucoup apprécié cette notion. Donc il faut faire, comme l'a très bien dit Kamel, preuve peut-être trouver d'autres paradigmes et d'autres mots pour qualifier les situations présentes. Alors, pour madame, j'ai beaucoup apprécié également votre exposé, mais là j'attire votre attention, je ne sais pas, probablement vous êtes au courant, que dans le décret 116 là, qui organise les médias audiovisuels, on avait créé l'article 2, une nouvelle catégorie de médias qu'on a appelée les médias associatifs. Alors ce sont des radios associatives. Il y en a à ma connaissance déjà 15. Je sais qu'à Sidi Bouzid, il y en a eu quelques-unes, vous êtes à créer. Est-ce que vous investissez, est-ce que c'est-à-dire à partir du cadre légal, vous avez créé des radios associatives compte tenu de cet article 2 du décret 116? Voilà. J'aimerais savoir seulement par la suite. Bon, pour mon ami Ahmed, j'aimerais savoir dans le cadre de votre enquête, est-ce que vous avez tenu le rapport des jeunes à Internet, aux chaînes satellitaires religieuses, entre guillemets? Est-ce que vous avez vu quel est l'impact, quels sont les chaînes qui suscitent le plus d'attrait pour ces jeunes et pourquoi? Merci. Merci. Alors la question suivante est de Adel Latifi. J'ai une question pour Ahmed, une petite réaction par rapport à l'intervention de madame. Pardon. Je remercie les intervenants pour la qualité de ces interventions. Une petite question pour Ahmed. Je ne sais pas si vous avez posé la question comme ça d'une façon directe ou bien vous avez déduit après comment les jeunes définissent l'islam. À mon avis, c'est très important. Et en fonction de cela, on pourrait peut-être comprendre les autres questions, prières et tout. Et là, en fait, je veux savoir la part de la normativité, l'islam normatif dans cette conception des jeunes de l'islam, ou bien l'islam plutôt foi, prière et tout. Par rapport à l'intervention sur l'enquête de terrain de madame, je voudrais revenir sur cette question de djihadisme. Vous avez fait un parallèle au début entre les jeunes de Sidi Bouzid ou de Kasserine et ceux de Marsa qui partent au djihad. Moi, je pense que il y a des raisons sociologiques derrière cela. Ça ne nie pas la question sociologique. Pourquoi? Moi, d'après ce que j'ai vu, j'ai eu quelques informations et même des chiffres du ministère de l'Intérieur. Le profil du djihadiste, c'est généralement un jeune
issus d'un milieu social défavorisé et généralement de faible instruction. Et là, je rejoins peut-être ce que dit Zrad et ce que dit Ahmed aussi. Les exceptions, c'est quoi? Quand est-ce qu'on a des jeunes de niveau universitaire? Généralement, la grande majorité sont de spécialités, donc des études universitaires, dans des sciences exactes ou bien des filières technologiques. Et là, on retrouve des jeunes issus de familles aisées. Et je rappelle, là je rejoins ce que dit Ahmed, qui rappelle la thèse de Zral, dans les années 80, le FIEF de l'UJTE, l'Union Générale des étudiants la syndicale de la mouvance islamique, c'était où le FIEF? Les facs de médecine et les écoles d'ingénieurs. Les fiefs de la gauche, c'était plutôt le droit et tout. Donc c'était autre chose. Donc je pense que, parce que vous avez déduit après que c'était l'échec de la politique de Ben Ali, c'est très simpliste à mon avis. Là, je rejoins Jocelyne quand elle dit qu'il y a un contexte global, régional et tout. Je rappelle qu'avant la révolution, les implications du djihadisme tunisien, c'était quand? C'était en 2006 avec l'affaire de Slimane, qui a été donc prouvé avec des cet acte a été préparé au Pakistan et en Afghanistan et aussi en Algérie, c'est pas en Tunisie. L'attentat contre Djerba, c'était aussi préparé en Allemagne. L'attentat contre Cheikh Massoud, c'était des Tunisiens, mais qui a été préparé donc en dehors de la Tunisie. Après le 14 janvier, et là j'insiste beaucoup sur ce point, vous avez parlé des djihadistes qui partent en Syrie. Là, il y a une chronologie à suivre et elle est très, très, très révélatrice. Il n'y a pas uniquement la logique du djihadisme, la cause du djihadisme. Parce que, après le 14 janvier, la Libye, quand les Libyens se sont révoltés contre Kadhafi, dans l'idéologie djihadiste, c'était aussi un terrain de djihadisme. Mais entre le 14 janvier et le 23 octobre, on n'a pas vu de Tunisiens aller en masse en Libye, alors qu'on a toujours qualifié Kadhafi comme infidèle et tout. Donc là, je reviens à des chiffres que j'ai eus récemment du ministère de l'Intérieur. Donc, fin 2011 et surtout 2012, on assiste vraiment à un changement total. C'est là qu'on a trouvé 2000, 3000 Tunisiens. Moi, je ne sais pas par quelle sociologie, par quelle psychologie sociale on pourrait expliquer à partir de fin 2011 et surtout 2012, on trouve un boom vraiment de Tunisiens qui partent en Syrie. Pour moi, la question, elle est très très simple. Après, donc 2012-2013, il y a eu un encadrement officiel du djihadisme en Syrie. Et ça, c'est très important. Non, je voulais. On a toute une série de questions pour moi et ensuite on reprendra les questions. Je voulais poser une question à Ahmed. La première, c'est sur le choix de Dawahish comme lieu de l'enquête. Et est-ce que, c'est-à-dire sur comment le choix, et est-ce que vous avez en même temps choisi un autre quartier ou un autre comme point de comparaison, comme point de test, qui puisse permettre d'avoir une idée plus précise peut-être sur les résultats de l'enquête. La seconde question, la seconde remarque, je dirais, c'est sur le partage que vous avez fait entre islam et politique. L'une des questions sur laquelle vous avez, pas islam et politique, entre religion et politique, l'une des questions que vous avez posées aux enquêtés, était que pensez-vous de la politique, que pensez-vous de la religion? C'est bien pas ça que tu as commencé. Non, l'importance. L'importance de la politique. L'importance. C'est-à-dire quelles sont les choses les plus importantes dans votre vie. Il y a une série et les gens par conséquent, ça nous donner des taux d'importance. Des degrés de centralité. Voilà, et donc c'est bien ça ma question. Ouais. Est-ce que tu es sûr que pour les enquêtés, ils font vraiment une différence entre
le champ du politique et le champ du religieux. Ils partent tous, ils se considèrent souvent comme complètement là-dedans. Et même les actes de culte, de pratique religieuse du Seigneur, je me demande, moi, dans quelle mesure, est-ce qu'ils ne considèrent pas eux-mêmes comme des actes d'engagement et d'engagement citoyen, à leur manière, bien sûr. Ils les expliquent, ils les légitiment à leur manière, mais je veux dire que on a l'impression, il y a un jugement qui est souvent porté sur ces pratiques comme étant en dehors de la cité ou contre la cité, alors que, d'une manière globale, pour ces gens-là, ils sont au cœur de l'acte citoyen. Et comme disait notre collègue hier, jeune chercheur, pardon, déjà chercheur, c'est... Non, je ne sais pas ça. C'est pas grave. Il trouve, il ne cherche pas. Voilà, faire attention donc à la manière dont les gens formulent les choses, délégitiment ce que tu as dit pour l'essentiel. Mais voilà, c'était deux remarques pour alimenter le débat. En quelque sorte, il y aurait une dissociation entre la politique et le politique, qui serait inhéremment ce qu'ils appellent le religieux. Je pense qu'on va prendre un premier bouquet de questions que j'ai noté et ensuite on reprendra un deuxième volet. Donc je vous inscris toutes les deux sur le deuxième panel. Kamal, puis ensuite il y aura Rida Mouni, pardon, notre ami chercheur. Et moi, oui, moi je voulais intervenir sur la position des sciences sociales toujours en révolution ou par rapport à la révolution. Et je dois dire une chose, c'est que j'ai passé depuis la révolution à être jalouse un peu de toutes les disciplines, surtout quand les études sont bonnes, c'est-à-dire être jalouse des sociologues, être jalouse des juristes, être jalouse des géographes, être jalouse... Les psychologues, je trouve qu'on n'en a pas assez en Tunisie, donc je trouve qu'ils ont beaucoup de travail et je pense que c'est une des sciences sociales aujourd'hui urgente. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, les sciences sociales sont interpellées d'une manière urgente et j'envie mes collègues qui ont les moyens tout de suite, épistémologiques et méthodologiques, d'affronter la réalité aujourd'hui. C'est une chance. Non, mais c'est une chance pour la Tunisie de vous avoir, parce que je pense que toutes ces études-là sont une chance pour la Tunisie. Ça prouve aussi qu'il y a une recherche en sciences sociales qui est branchée sur le réel. Et moi, je suis contente pour l'avenir. Enfin, je ne sais pas si on va avoir des résultats, mais je trouve que ce branchement des chercheurs tunisiens et que ces disciplines-là soient immédiatement opératoires par vos travaux, je trouve ça extraordinaire. Mais comme historienne, je suis des fois frustrée, mais bon, parce que moi aussi j'ai des attentes, comme tout le monde, tous les Tunisiens sont en attente de l'évolution, moi aussi. Mais ce que je me dis aussi, c'est que quand je vous écoute, la seule chose que j'ai à faire, c'est à rappeler l'importance du temps. C'est-à-dire qu'on est en train de voir aujourd'hui, après 4 ans, que la politique, ou le politique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, aussi a plusieurs temps lui-même, et que ce temps de la politique ne nous dispense pas d'aller ailleurs. Par exemple, si on prend l'histoire de la sécularisation chrétienne, et je pense que cette question de la sécularisation, on ne peut pas la mettre avec les islamistes qui ont commencé à aller à l'école et qui ont devenu un islam politique. Je crois qu'elle est bien avant. Cette sécularisation a commencé quand on a fait de l'islam une arme politique. C'est là que ça a commencé. C'est pour ça qu'on peut observer. C'est pour ça que des gens comme Abdelkader Sera, le fils de l'indépendance, a pu observer ça. C'est parce qu'il est fils de l'indépendance et qu'il a vu, parce que lui, il sait que Bourguiba a utilisé ça. Il a utilisé la religion pour la politique. Et la fatwa de Tahar Ben Achour a été la cible de Bourguiba. Et c'est avec ça qu'il a fondé le néo-despotisme. Personne ne le dit, je le dis comme ça avec beaucoup d'outrecuidance, mais la fatwa c'est 33 et le... Explique de quoi il s'agit. Alors la fatwa de Tahar Ben Achour, c'était, les autorités coloniales ont demandé à Tahar Ben Achour de se prononcer sur la compatibilité ou non de la nationalité française avec la religion musulmane. C'était à l'occasion des enterrements de musulmans dans les cimetières. Et cette affaire-là, qui a été une affaire évidemment politico-politique, on la retrouve dans les archives, mais les gens ne s'en souviennent plus du tout, a été véritablement une des clés, en tout cas, qui explique que Bourguiba, lui, est marqué presque un point politique.
C'est-à-dire que, voilà. Et donc cette sécularisation dont tu parles, Ahmed, je pense qu'elle vient de l'usage politique de la religion qui a commencé avec le nationalisme. Et il est donc, j'allais dire, je ne sais pas comment il faut dire, normal ou naturel, il n'y a rien de normal et de naturel en histoire, mais c'est une suite autrement. Après, il faut voir les cahiers du Petit Poucet, après. Tu vois, comment est-ce que, en 1980, on peut voir une autre forme d'utilisation de la politique. Et donc, et puis sur les jeunes, je voulais juste faire c'est pour dire que les historiens peuvent servir peut-être à quelque chose aujourd'hui. C'est que l'histoire des jeunes, par exemple, ce sont les jeunes en Tunisie, enfin les jeunes et les jeunes étudiants maghrébins qui ont inventé le mot Maghreb pour que l'histoire avance, ce ne soit plus contre le mot Afrique du Nord, etc. Ce sont les jeunes zaytouniens et Saout Taleb qui ont instauré tout un travail qui a fait le travail de l'UGTT sur l'éducation, qui a suscité le travail de l'UGTT sur l'éducation. l'UGT, c'est les jeunes qui ont été à l'école, et Perspective, c'est les jeunes qui ont été à l'université. Ce qui se passe dans le temps, quand on voit le temps, c'est qu'on n'est ni la même démographie, ni la même instruction. Et Mohamed Ali Benzine l'a très bien montré hier. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes historiques qui sont à la fois liés à la démographie et à l'instruction, donc à l'évolution culturelle des sociétés et politique, que la politique c'est plus la résultante de ça que l'explication. Et jamais, alors pour finir, jamais on a eu autant d'intellectuels en Tunisie, par exemple, ou de chercheurs, et ça c'est une donne fondamentale aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant. C'est pour ça que ce qui m'étonne, c'est que pourquoi est-ce que les chercheurs tunisiens sont si peu cités. Voilà, ça c'est une question politique. Il n'y a jamais eu autant de chercheurs et autant de chercheurs qui écrivent sur la révolution tunisienne. Pourquoi est-ce qu'ils sont si peu cités? Merci, c'est une des raisons d'être de ce séminaire. Non mais j'apporte de l'eau à... Merci d'avoir eu la générosité de te déclarer jalouse. Et merci d'avoir fait le lien aussi par cette question de la citoyenneté avec l'intervention de Fatma Ben Slimane hier sur la question de la nationalité. L'usage de la religion par la politique, c'est bien loin avant. Quand on demande au lama de se prononcer sur la compatibilité de Ahd al-Amen avec la religion, c'est bien l'usage. C'est l'usage dont tu parles, Ahmad. Oui, tout à fait. C'est bien pour ça que j'évoquais ta propre contribution. Alors maintenant, nous avons une question. Nous prenons encore donc 3 questions. Celle de Rita Moon. C'est pas véritablement des questions, mais je voulais demander simplement quelques éclaircissements. Pardon. Avant toute chose, je voulais remercier vraiment les intervenants parce que les 3 interventions étaient vraiment très claires et très instructives. Jocelyne Marie sait que je ne suis pas vraiment de ce domaine, donc je m'intéresse de loin. Je pose quelques questions pour avoir certains éclaircissements. Et la première question que je voulais poser était pour... L'histoire de l'archéologie, je précise, pour ceux qui s'intéressent. Et la première question que j'ai est pour Sia Imen, c'est-à-dire dans les statistiques que vous présentiez. J'aimerais avoir simplement quelques éléments de réponse sur une statistique qui concerne notamment l'âge de l'entrée dans la religion. Vous disiez que les jeunes d'aujourd'hui n'entraient pas ou ne pratiquent pas la religion comme la génération de leurs parents qui on va dire, pratiquaient tournant vers la trentaine, alors que l'âge d'entrée était beaucoup plus, on va dire, ils entraient en religion alors qu'ils étaient beaucoup plus jeunes, en ayant à peu près 20 ans. Ce que je voulais savoir, c'est qu'on parle constamment des facteurs économiques, de plus en plus des facteurs économiques pour étudier la religion, la définition de la religion dans cette ère de globalisation, etc. Nous, on a toujours cette génération, nous faisons partie de cette génération de Tunisiens où, nous disons que nos parents ont pratiqué la religion quand ils ont eu leurs enfants, quand ils sont rentrés dans une certaine responsabilité à l'égard de Dieu, d'une certaine manière, mais aussi à l'égard de leur famille. Et aujourd'hui, les difficultés économiques sont vraiment différentes, c'est-à-dire le jeune, aujourd'hui, à l'âge de 18 ans, on a l'impression qu'il est plein, enfin, 18 ans, je prends vraiment un âge, là c'est vraiment un postulat, mais j'aurais pu prendre un autre âge, mais on a l'impression qu'aujourd'hui les jeunes sont confrontés à la vie à un âge beaucoup plus jeune, à partir de 15, 16, 17 ans, ils sont confrontés à des problèmes économiques, à des problèmes sociétaux, et notamment vis-à-vis de cette définition de la religion, vis-à-vis de la transmission de la religion qui ne se fait plus par des voies traditionnelles, c'est-à-dire famille, parents et ensuite lecture, mais médias, internet, télévision, etc. Donc je voulais simplement avoir quelques éléments de réponse sur cette statistique.
L'autre question concerne la fibre. J'en ai. Oui. Et c'était concernant cette économie, ce secteur économique informel. Et lorsque tu parlais des jeunes qui exercent certaines activités, et notamment une activité qui m'a intéressé, c'était chercheur de trésors. J'aimerais simplement savoir ce que c'est. Et la parce que vous comprenez bien qu'avec ma spécialité, quelquefois en promenant en Tunisie, je trouve des chercheurs de trésors qui m'intéressent dans mon domaine de recherche. Et là, je voulais savoir dans ces régions-là bien spécifiques, quels étaient ces chercheurs de trésors. Et puis enfin, je voulais simplement relever quelque chose qu'a relevé Jocelyne Marly et d'autres personnes, c'était ce terme Ben Ali, qui, il est vrai, cristallise beaucoup de choses, mais que dans votre séminaire, par exemple à Paris, vous essayez de dépasser par d'autres explications, par d'autres facteurs ou par d'autres études, qu'elles soient sociologiques, économiques, religieuses, etc. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir un peu comment étudier, décortiquer, déconstruire ce terme, parce qu'aujourd'hui, il s'agit également d'un des enjeux de cette recherche, c'est-à-dire prendre du recul et pour reprendre un peu ce que vous disiez, Silgar, c'est-à-dire étudier cette société postcoloniale dans un phénomène de globalisation et être vraiment très à l'écoute et très attentionné autour des terminologies à utiliser. Et c'est tout. Merci beaucoup. فما ستاتستيك قالها سي عماد جبت انتباهي برشا اللي هي وقت اللي حكيت على الممارسه الدينيه بين النساء بين البنات والولاد. ان فيت انا ظهر لي كانوا الولاد الدوبل نتاع البنات ديجا برشا بالنسبه للبنات. باش جو ميكسبليك معناها. على خاطر الطفله في تونس باش تفطر سي تري براتيك. الطفله في تونس باش تنجم تفطر يلزمها تنجم تخرج من دارها. معناها وهي صغيره باش تنجم تخرج، كي تخرج للشارع برا في رمضان يلزمها تلقى اغلبيه القهاوي المحلولين هما القهاوي او جيرال دي كافي بار ولا القهاوي اللي بداو مسكرين او جيرال ما يدخلوش البنات، الاغلبيه صحيحه نتاعهم معناها تري ستيل. ولا ثمك البلايص الغاليين برشا اللي اون جينيرال البنات هذوما عندهم بو دو موان باش يمشيو لهم. دونك ديجا كون ثم البورسونتاج هذايا سي تري امبورتون. يظهر لي معناها فريمون سي سا ما امبرسيوني. ما نعرفش منين جاو البنات هذوما خاطر قبل خاطر لا نحكي انا جست عليهم مش على اللي قلته، مش على الاستنتاج بتاعك انت. ما قلت لك معناها النسبه هذيا معناها ابهرتني، معناها ظهرت لي برشا بالحق. دونك سي جوست لامبورتونس نتاع الستاتستيك هذايا. سينو حبيت نحكي على كونسيبت اخر وقت اللي نحكيو على التطرف الديني وعلى الجهاديه بصفه عامه، الفكر الجهادي. انا يظهر لي الفكر الجهادي هو اكثر حاجه معناها لو فيس ليجيتيم نتاع الايديولوجيا نتاع موت الايديولوجيات، اما مش بمنطق نتاع التآمر نتاع التمويل والسي بتخدم مدري شنو سا مانتيريس با دو تو سا. مي سورتو لو فيت كو العالم نتاعنا اليوم اللي نعيشوا فيه ما عادش فيه حلم. اون ريف بلو دو ريان. العالم اللي نعطيو فيه لي جون وللبشريه اون جينيرال عالم فقير برشا. معناها اليوم شنو نطلبوا من لي جون؟ قبل مثلا وقت اللي طفل يبدا عمره 18 سنه يكتشف في روحه في لي زاني مثلا 30 عنده الحلم نتاع مثلا الحلم نتاع كونه دولته تستقل وكل الحلم الكبيره نتاع الاستقلال الوطني ومن بعد تحقيق المجتمع الاشتراكي والعداله وكذا وكذا. من بعد جينا مومون في لي زاني 80 90 قلنا نمراو فات الحلم سايي اللي كملنا راهو كل التاريخ وفات. راهو اليوم اللي راهو مسلكها وعايش بالكدا راهو سي طون ميو، واللي ماهوش مسلك راهو حاول تحسن شويه ما يعني افير راهو. دونك المجتمعات تحمل الضغط شويه، تحمل الضغط من بعد سيكسبلوز. المشكله انا ما يقلقنيش في الجهاديين، يقلقني كونه قبل الناس اللي كانت هي اللي تعطي في الحلم للشعوب، اللي كانت تخلي في الشعوب تتنفس، اللي هو اليسار اون جينيرال البورت بارول نتاع الحلم في الشعوب. اليسار اليوم هو بيدو بالمنطق البراغماتيك هذايا ولا ما عادش براغماتيك بالكل. اليسار اليوم ولا ما عادش يعطي حتى حلم للناس. اليسار ولا يقول للناس نصادقت نحسنوا شويه نقدوا شويه من نعملوا شويه من سوها الكاسكيت هذه الكبيره برشا اللي مخوف الناس الكل اللي هي الفوتيت الرياليست، الفوتيت براغماتيك. بالحق اللي ولات معناها سيتون معناها حاجه سيتون ديكتاتور. ولات الناس نوس بلو ريفي معناها سي سكو دوا شيرشي نورمالمون ان اتر هيومان ايكيليبري فوالا لوبجيكتيف معناها بعيد على لون تيرم.
حاجه اللي peut-être ما ناخذهاش انا ناخذها صغاري وصغاري اما حلمك يفو لا بين ديتر فيكو سافو الحق معناها سينون ça réduit les êtres humains معناها des bêtes معناها on demande les êtres humains d'être des bêtes ils ne le sont pas donc c'est pour ça qu'ils se révoltent parfois d'une façon très conne malheureusement mais c'est voilà c'est une explosion interne donc ils vont dire des djihadistes. Oui, j'ai voulu intervenir pour deux points. Donc, sur les cyberdissidents, on ne peut pas. L'Abi, il a rappelé quelques cyberdissidents, mais on ne peut pas en parler sans parler de Zouhaïr Lahaoui. C'est un cyberdissident. C'est le précurseur. Voilà, c'est le précurseur. Zouhaïr Lahaoui, qu'est-ce qu'il a fait? Le premier communiqué qu'il a fait, c'était celui de son oncle, après on a su, c'est Jemaït Kovat. Le deuxième, troisième communiqué, qu'est-ce qu'il faisait? Il diffusait des communiqués du CRS-DHT qui étaient hyper censurés à l'époque en Tunisie. Et on a découvert ça après son arrestation. Oh, il a vécu des mois et des mois à l'insu de tout le système. Bon, j'en passe. Allez, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je voulais intervenir par rapport à votre intervention, que j'ai trouvé très très bien. Aussi parler de l'informel ou des choses comme ça. La logique de débrouillardise, quelqu'un qui se débrouille, des trucs comme ça, elle a été beaucoup développée dans le temps de Ben Ali. Si la débrouillardise, c'est celui qui enfreint des règles. Donc on établit des règles pour des commerçants pour qu'ils payent des taxes, des trucs comme ça, et celui qui enfreint les règles, après tout, c'est pas grave. Et celui qui casse les règles, c'est un filou. Et donc c'est valorisant. Et cette logique-là, donc c'était casser toutes les règles. Or, en fait, qu'est-ce qui nous unit, nous? Et pourquoi a été créée la République, la citoyenneté et tout ça? Parce que l'idée, c'est que qui que nous sommes, quelle que soit notre position sociale, historique ou actuelle, c'est que nous devons avoir accès aux mêmes droits, à l'égalité, à tout. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'État. Je voulais intervenir juste sur votre conclusion, sur ce qui s'est passé à tel moment que une élection. Le problème a été résolu localement. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'un État qui nous s'impose, qui vienne de Tunis ou qui vienne d'ailleurs. On a besoin de nous approprier l'État. L'État qui nous garantit tous à être traités de la même manière. Donc l'idée, on a besoin de ce projet de citoyenneté, d'égalité, d'accès aux droits fondamentaux, d'être protégés et tout ça. Tout ça, c'est une notion à nous réapproprier. Toutes ces valeurs-là, toutes ces notions-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de l'État garant, l'État qui fait une infrastructure, l'État qui garantit les droits privés et tout. Voilà. Merci. On va donner la parole. Il faut tuer aussi le site de la intervenants. On va donner la parole aux intervenants et on refera donc un nouveau tour de questions. J'ai déjà inscrit des questions pour le deuxième panel. Donc on commence par Ahmed. D'accord. Alors, je commencerai par la question de Ravi. J'ai demandé quelques indications en termes de données. Nous avons des données sur ça, parce qu'on a posé la question sur les gens, ils s'informent sur le religieux, par quel biais, par quel moyen. Ça nous a donné les chiffres suivants. Alors, les livres sont cités à 85%, la mosquée, 51%, l'Internet, 33%. Et ce qui est intéressant, peut-être la télé aussi. Et la télé, elle vient très loin. Hein. Alors la télé est beaucoup plus importante pour les filles. Elles sont 20% à parler de la télé comme source de socialisation religieuse. Et les garçons, 14% seulement. Et l'explication est simple, c'est que les filles regardent plus la télé, puisqu'elles sont plus confinées dans l'espace domestique. C'est-à-dire, les enquêtes par ailleurs sur les pratiques, en quelque sorte, et sur les budgets temps, montrent que les filles regardent plus la télé que les garçons, ce qui explique qu'elles soient un peu plus exposées, si j'ose dire, au contenu des émissions religieuses et qu'elles cherchent de l'information à la télé. Alors pour Arad, on n'a pas posé de question, qu'est-ce que c'est que la religion? On a eu un débat, s'il fallait poser la question, qu'est-ce que c'est que la politique? Et c'était un débat très, très rude, hein, parce que on regarde quelques séquelles de ce débat, parce qu'on était dans un collectif, il fallait faire des arbitrages également, des questions à mettre ou à enlever, mais on n'a pas posé de questions sur ça, sauf que je pense, moi, que... je m'en suis remis.
Mais moi j'ai le souvenir de notre enquête, parce qu'également c'est des choses qui viennent un peu dans le temps. Moi j'ai fait une enquête il y a quelques années sur les ados avec de la Mahfouz, et on avait posé la question sur la religion, etc. Et ça n'a rien donné. Enfin, j'ai le sentiment qu'à l'époque ça n'a rien donné au moins dans les entretiens, et les jeunes trouvaient qu'on les prenait pour des imbéciles quelque part, parce que parfois également il ne faut pas poser beaucoup de questions qui pourraient sembler trop naïves quelque part. C'est-à-dire il faut que celui qui répond à votre question ait le sentiment que vous le prenez au sérieux. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. C'est des problèmes également méthodologiques qui se posent. Mais sinon, et c'est ça le plus important, c'est que le qualitatif permet de pallier à ça. Et le qualitatif montre, par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la moralisation, montre, en fin de compte, que autant peut-être la norme est importante pour certains, lorsqu'ils se prononcent en faveur du vote, autant ce qui reste important pour les jeunes, c'est exactement cette religiosité de l'intérieur. À la fois, on va dire la morale. C'est-à-dire ramener la religion à, je dirais, quelque chose qui serait de l'ordre du moral. Et ça, c'est très, très, je pense, très intéressant à analyser. Il y a énormément de choses, là, je ne peux pas revenir sur les détails, mais je pense que le qualitatif, son rôle, c'est exactement, c'est de faire émerger des choses un peu de cet ordre. Alors, la question de Semi, sur Douarich, le choix de Douarich aussi, il faut avouer les choses, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas toujours beaucoup de choix quand on fait de la recherche. Il y a des choses qui sont, c'est ce que tu appelais dans un texte, sur un peu le caractère, un peu, on va dire ingentil de la recherche. C'est que vraiment, on nous impose des choses également. Il y a les appels d'offres, il y a les budgets des bailleurs de fonds, il y a un tas de choses. L'idée de l'organisme qui a financé l'enquête, c'était d'enquêter sur les jeunes des quartiers périurbains. Ce qui fait, là, on est déjà d'accord, et peut-être même de Douarich avec Doutadam. Le Fananoum doit le savoir mieux que lui, qui a géré ce programme. Comment dire, l'idée aussi, parce que derrière ça, il y avait des choix. L'idée, c'était de dire que ces jeunes-là qui sont mobilisés pour la révolution, il faut bien qu'on entende leur voix, quelque part, qu'on leur donne la parole. Et surtout que ces jeunes-là n'ont pas eu l'occasion, je dirais, de s'exprimer au moment de la transition. On écoutait tout le monde, des juristes, des politiques s'exprimer sur la chose politique, sur l'avenir de la Tunisie, sauf que ces gens-là qui ont quand même donné un coup de pouce important en termes d'accord de mobilisation à un moment donné, après, on n'a plus du tout entendu parler d'eux. C'était un peu une manière, je dirais, de leur donner la parole pour qu'on ait, je dirais, une autre vision de la transition qui vient par le bas, d'une certaine manière, d'accord ? Sachant que ces quartiers-là aussi, Eva l'a dit peut-être hier, et il connaît mieux que moi, ces quartiers n'ont pas été enquêtés depuis très longtemps. Tout le monde en parle, mais de vrais travaux de recherche sur ces quartiers n'ont pas été menés depuis 1986 avec Moshe. Alors, dernier élément peut-être pour répondre à tes questions sur la comparaison. Tout compte fait, nous on a fait l'enquête dans Douarich et Tadam. C'est-à-dire on a fait de la comparaison, mais en interne, quelque part. Et ces deux quartiers n'ont pas la même histoire. Douarich est beaucoup plus récent. Tadam, par exemple, c'est un quartier qui s'est embourgeoisé, entre guillemets, avec le temps. Il y a une petite classe moyenne. C'est-à-dire il y a quelques éléments de comparaison. Mais on n'a pas fait quand même de comparaison tel que tu l'entendais. C'était un choix aussi. Enfin, on ne peut pas tout faire. Ça pour la première question. La deuxième, concernant la distinction du politique et du religieux, là où je veux dire, c'est un peu le biais de toutes les enquêtes. C'est-à-dire on est tous conscients toujours du fait que lorsqu'on pose des questions à des gens, on n'est pas sûr qu'on ait la même définition des mots. Ça, je veux dire, c'est toujours... C'est un problème qu'on rencontre toujours. On n'est pas sûr d'ailleurs qu'ils aient une opinion sur la question. Ce que Bourdieu analyse très bien quand il parle de cette opinion publique qui n'existe pas. Je demande à quelqu'un de se prononcer sur quelque chose, il s'avère que lui, il n'a pas de point de vue du tout. C'est-à-dire je le force un peu, je dirais, à construire une opinion de quelque chose par rapport à laquelle il n'a pas de jugement. Mais je pense que je suis d'accord avec toi sur l'idée que peut-être ces gens-là aussi, ils sont peut-être... ils sont dans des choses qu'ils considèrent comme étant de l'ordre du civique, pas uniquement je dirais, du religieux, et que les frontières entre les deux sont tout à fait poreuses. C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi sur sur les conclusions, sauf que je pense que sur le plan méthodologique, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que sinon, on passe son temps à définir les mots et ce qui bloquerait toute possibilité d'enquête qu'on fait sur le plan critique. Alors pour Kmap, qui disait que nous avons les moyens de voir ou d'analyser les choses plus que d'autres disciplines. Moi, je pense que surtout, on joue beaucoup plus aux apprentis sorciers.
C'est-à-dire qu'on prend plus de risques. Mais je pense aussi que notre travail consiste à prendre des risques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de parole publique sur des objets de cette dimension sans qu'on s'expose quelque part. Hein. Et peut-être que voilà, ce qui arrive aujourd'hui, c'est exactement ça, tu l'as un peu souligné, c'est que peut-être les Tunisiens aujourd'hui, les chercheurs prennent un peu plus de risques en parlant de choses peut-être qu'ils ne maîtrisent pas tout à fait, mais voilà, ils produisent des données, des informations, ils bricolent des choses et on ne sait pas ce que ça donne. Alors pour la sécularisation, je suis entièrement d'accord avec toi. Dans mon texte, il y avait même une phrase qui va exactement dans le sens que tu disais. C'est-à-dire que la question c'est-à-dire l'islamisation de la société, en quelque sorte, ou l'islam politique, peut être perçue de manière complètement inversée. C'est-à-dire on peut considérer que l'islam politique, c'est le séculier qui aspire le religieux, qui le dévore en quelque sorte. C'est le séculier qui va instrumentaliser le religieux et non pas le contraire. Et cette manipulation du religieux par le politique, elle est là depuis longtemps. Et je pense que ce que tu as donné comme exemple et que Franck m'a ajouté comme exemple pourrait montrer comment on compte, à la limite, le retour du religieux dans l'espace politique peut être interprété comme au contraire une forme de sécularisation de certaines façons. Je suis d'accord avec ça. Alors pour Céline Lamoun, alors l'âge d'entrée dans la religion, on n'a pas ça précisément. Mais on sait que les jeunes auprès de qui nous avons enquêté sont à 50% pratiquants. C'est-à-dire on n'a pas posé la question à quel âge vous avez commencé à prier. Mais de manière générale, on sait que la théorie apporte des éléments par rapport à ça. La théorie, les travaux de Yves Lambert, d'un tas de sociologues, du religieux, etc., le disent. Et généralement, ils disent que l'entrée dans la pratique religieuse, c'est généralement l'adolescence. C'est là où on se pose des grandes questions, on commence par exemple, à prier ou à se poser des questions. Sauf que dans le modèle ancien, d'accord, après cette découverte du religieux, il y a un décrochage. Lorsque les gens sont vraiment s'installent dans la jeunesse et après, ils s'éloignent avec les contraintes de la vie, le travail, etc. Et ça décrit ce que j'ai appelé l'autre jour, enfin ce que la littérature appelle la courbangie, c'est-à-dire une petite importance du religieux qui décline avec l'âge et qui remonte après lorsqu'on a quand même, on commence à avancer vraiment dans l'âge, on est à 45, 50, etc. Et lorsqu'on commence à ne plus subir le poids des contraintes de la vie professionnelle, familiale, etc. Les gens, à partir de 50 ans, ils ont un peu plus de temps pour eux-mêmes et par conséquent pour leur foi, pour leur pratique religieuse, etc. Aujourd'hui, je pense que cette courbe ne fonctionne plus comme cela. Et on a des choses qui disent exactement que ce modèle ne marche plus. Alors, pour le facteur économique, je suis d'accord avec vous, mais en partie. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. La question du facteur économique est toujours posée dans la question sur le religieux, sur la radicalisation surtout, comme étant, je dirais, la panacée, la solution. Enfin, l'explication qui explique tout et dans tous les contextes. On peut utiliser la question de la pression économique pour expliquer à la fois ce qui se passe en Afghanistan et ce qui se passe en Algérie, d'accord. Et moi je pense que toutes ces réponses-là, qui sont comme ça très générales, c'est-à-dire des clés qui ouvrent toutes les portes, toutes les serrures, ça ne marche pas. D'accord. Non, je sais que ce n'est pas ce que vous avez dit, mais pour vous dire quelle est ma réticence par rapport à cette explication, exactement économique. Voilà, ce qui fait que je prends cette distance par rapport à ce type d'explication qui serait bon pour Jeune Afrique. C'est-à-dire qu'on peut écrire des choses un peu, voilà, qui expliquent la radicalisation un peu partout dans des contextes différents, en banlieue parisienne comme dans un petit patelin dans le sud tunisien. Mais je pense que la dimension économique, lorsqu'elle est prise en compte d'un point de vue qui contextualise davantage, qui montre un peu les interconnexions, qui déconstruit un peu, je dirais, les vécus des gens de manière très pointue, là, ça peut devenir intéressant. Parce que la composante économique est très importante. Nous l'avons déjà, nous, on montrait c'est-à-dire vu un peu, Eva l'avait un peu mieux que moi, peut-être parce qu'elle avait un peu plus sur ces dimensions. Le vécu des gens, la pression économique est un facteur déterminant. Et moi-même, d'ailleurs, quand je l'exposais, j'ai parlé de l'importance de la précarité dans le rapport à la norme. Comment on bricole la norme de manière différente, selon qu'on est précaire ou sinon on est bien installé dans la vie, pratique, etc. C'est-à-dire que je pense que cette dimension est importante. Mais voilà, il ne faut pas que ça bascule dans des choses qui seraient de l'ordre de choses un peu générales. Alors pour Mouta, je suis entièrement d'accord avec vous
sur les clivages filles-garçons. Les données montrent ça. C'est-à-dire, hier, en banc, statisticien démographe, il disait les données sont têtues. Ça, c'est une phrase qu'adorent les quantitativistes. Les chiffres sont têtus. Mais c'est un peu vrai. Hein, c'est-à-dire que ça donne des choses intéressantes. Je dirais juste une chose. C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je pense que la différence. Moi, je ne voulais pas insister sur ça. J'ai insisté beaucoup plus sur la différence selon le niveau d'instruction. Parce qu'il me paraissait nous engager sur une voie d'interprétation un peu plus intéressante. Enfin, pour moi, en termes d'accord. Mais je pense que l'écart entre filles et garçons s'explique surtout par le fait que les filles sont beaucoup plus soumises à un contrôle familial strict. Hein, le fait de ne pas pouvoir aller dans un café, tout le reste. De manière générale, elles subissent beaucoup plus de poids de la famille et du contrôle familial, qui explique la différence. Et je termine avec, je suis d'accord avec toi, aussi sur cette idée que, comment dire, que peut-être l'un des problèmes majeurs des jeunes aujourd'hui, c'est la difficulté de s'inscrire en projet. De se dire, de se projeter, d'accord, le temps de dire je serai ça ou ça, pas seulement hein, la question du salut personnel, mais lié presque toujours à un salut collectif. Voilà. Merci. Donc, la parole est à Fitra maintenant. Sur la question des radios associatives, des médias associatifs, donc déjà mon média est un média associatif. Donc en fait il y a plusieurs médias radios essentiellement qui ont été créés, qui sont développés après la Révolution. Par exemple, nous, notre association a eu l'initiative de créer un collectif des médias du Sud. C'est un regroupement informel justement pour échanger sur les bonnes pratiques, pour créer un réseau un peu de solidarité. C'est en fait l'idée est venue après la mort d'un jeune journaliste à Tataouine, je crois, et un peu dans la même différence quasi générale. Donc c'était un peu dans cette idée de faire contrepoids à la concentration de la capitale, de la médiatisation. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans la capitale est relayé dans tout le pays, et pas le contraire, et en même temps on porte le regard, comment dire, on a un regard depuis la capitale sur les régions intérieures, donc une stigmatisation, etc. C'est un peu dans les principes de notre association que de lutter contre ça. Donc il y a pas mal de médias, et surtout des radios qui ont été créés. Il s'agissait d'un journaliste franco-tunisien, c'est bien ça? Je ne sais pas s'il était franco-tunisien, je sais qu'il était tunisien en tout cas. Et ça n'a pas vraiment suscité de grosses réactions quand il y a un blogueur ou journaliste qui a arrêté, que ce soit en tant que journaliste ou pas. Hein. À Tunis, dans les heures qui suivent, il sort parce qu'il y a Facebook, etc. Et tout le monde se mobilise. Donc, et en fait, quand on a commencé à faire ces rencontres du collectif média, on a des radios essentiellement de Sidi Bouzid, Kefsa, Kasrine, Mekef, Mednin, Tozer, Gbilli, et je pense que j'en oublie. Donc cette idée, voilà, c'était de créer en fait une dynamique et un peu un contrepoids, justement, pour s'il y a des personnes, des journalistes ou même des blogueurs en danger, que l'information circule, en fait, déjà, qu'elle circule. Et dans cette logique de liberté d'expression, c'est tout à fait naturel que ces médias se développent. Mais en fait, en discutant un petit peu avec eux, en regardant un peu le contenu de ce qu'ils produisent, là où il y a un point de divergence, en tout cas pour ma part, c'est sur la déontologie, en fait. La liberté d'expression, c'est un droit du citoyen, mais le devoir du journaliste, c'est d'informer, en fait. Donc, se pose aussi la question du droit à l'information. On a beaucoup de ces radios qui sont un peu obsédées par la survie, en fait, ce qui est normal. Il y a eu, jusqu'à l'été 2014, la question du droit d'émettre des radios associatives, et donc le syndicat de la STRL, le syndicat tunisien des radios libres, a permis justement à certaines radios d'avoir le droit d'émettre. Il y a eu Radio 3R à Algeb qui est un peu pionnière, et aussi parce qu'elle a mis en place, elle s'appuie, c'est un vrai microcosme associatif, donc les associations pour les femmes, pour la culture, etc. Et, mais il y a aussi cette question, quand on leur pose la question de comment travaillez-vous avec les citoyens, comment mettez-vous en lumière les initiatives locales, etc. Là, il y a une vraie barrière, il y a une vraie limite, et aussi la question de la déontologie. Donc nous, on s'est dit, voilà, on va laisser chaque média se développer, se structurer, répondre à ses propres problèmes internes, pour ensuite pouvoir parler la même langue. Donc, ce que fait aussi mon association, c'est de la formation aux journalistes, et le fondamental, c'est la déontologie, en fait. C'est ce qu'on rappelle systématiquement, et c'est aussi de rappeler le rôle social du journaliste. Bien sûr que tu as le droit de t'exprimer, mais c'est la distinction entre Facebook et les réseaux sociaux.
C'est-à-dire que pourquoi ce serait intéressant ce que tu racontes? Pourquoi on s'intéresserait à ce que tu racontes? C'est-à-dire que quand on est journaliste, on ne parle pas pour soi en fait, on s'adresse au lecteur. Donc ça, c'est pas encore tout à fait compris, cette notion-là au sein des médias associatifs. Et je pense que ça tient aussi dans, comment dire, dans les conditions de création de ces médias, dans des régions où il y a une situation un peu d'urgence, de s'exprimer, de relayer des réalités sociales qui sont très très dures, et avec un très très grand décalage de ce qui se passe dans la capitale. Et même les débats ne sont pas les mêmes, et même les priorités ne sont pas les mêmes. Donc voilà, donc ça se structure, il y a cette prise de conscience au fur et à mesure que ces médias commencent à être reconnus, donc déjà le fait d'avoir le droit d'émettre, mais ces radios n'ont pas encore le droit de faire entrer du matériel, ce qui est un peu un paradoxe. Mais je sais que le syndicat de la SCRL a aussi profité de la fronde des médias classiques contre l'AICA pour se ranger du côté de l'AICA, en fait, pour que l'AICA ait un soutien, un minimum de soutien au niveau de la base. L'AICA, c'est la haute autorité indépendante, c'est un peu le CSA. Voilà, il y a eu un bras de fer, en fait, parce que voilà, ces médias n'acceptaient pas l'autorité de l'AICA, et en fait, ces médias associatifs qui étaient reconnus par personne, certainement pas par l'État, se sont rangés du côté de l'AICA, et notamment ce syndicat-là, pour donner un contrepoids du soutien à l'AICA, et l'AICA, en retour, a aidé à la reconnaissance de ces médias-là. Après, pour moi, quand on parle de journalisme, pour moi, c'est avant tout une vocation. Et on me dit souvent, enfin, j'ai beaucoup entendu ici en Tunisie, si on n'a pas la carte de presse, on n'est pas journaliste, mais c'est pas du tout la carte de presse qui fait la valeur du journaliste. Donc ça, c'est voilà, un énorme débat qu'il y a en ce moment dans ces médias-là, en fait. Donc nous, on essaye on n'est pas les seuls, hein, on essaye justement d'élever le niveau, puis on leur dit aussi, si vous voulez une reconnaissance, un droit d'exister, que les médias associatifs aient un véritable statut, soyez journalistes, en fait. Voilà, soyez journalistes, et c'est par la qualité du contenu, et le fait, c'est un peu comme un service public, hein, l'accès à l'information, donc d'être plus tourné vers le public local et de s'appuyer justement sur les relais locaux pour produire l'information de qualité du terrain et s'appuyer sur... en fait, c'est une richesse, quoi, pour se développer. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment le respect de la déontologie. Et voilà, je ne sais pas si j'ai une question. Merci, vous répondrez peut-être à M. Mouni sur le chercheur de talent de manière un peu privée. Merci Rafiq. Hier, j'ai évoqué une forme de dissolution du privilège du chercheur, une forme de mise en concurrence qui s'opère tous les jours. Il n'y a plus du tout le privilège à dire la société pour un chercheur, puisque tout le monde écrit, publie, analyse. Et vous avez évoqué donc, la question d'un brouillage des frontières du journalisme comme métier, comme déontologie. Donc merci pour ce témoignage. Peut-être que vous auriez pu nous en dire plus aussi sur la question de l'histoire des associations sur ce terrain, mais on pourra le faire. Oui, on pourra le faire avec le deuxième volet de questions, considéré que c'est une question que j'adresse. Alors, Sirène je réponds à Sirène. Oui, bien sûr, la grande manifestation de 2005, Yesifok, d'ailleurs, j'en ai même parlé dans l'un des articles, notamment l'article sur les femmes cyberactivistes. Et en parlant de cette manifestation, j'ai même mis l'accent sur le fait que derrière cet événement, il y avait une femme cyberactiviste qui très peu parle d'elle, qui est née la Chicha, la chercheure Chicha, en tout cas, d'après les témoignages, les commentaires, j'ai fait une grande recherche par rapport à ça. Et bien évidemment, c'est un événement marquant, qui a d'ailleurs marqué non seulement l'histoire du cyberactivisme, mais également l'histoire de l'opposition tunisienne, j'allais dire. Mais dans cet exposé, je n'ai pas pu parler de toutes les manifestations. Hein, il y en a d'autres aussi. Avant de passer à la notion de cyberdissidence, je réponds à M. Mohamed par rapport à Zohaïr Yahyaoui. Bien sûr, Zohaïr Yahyaoui est le martyr du cyberactivisme, de la toile. Et
parmi les cyberdissidents, il y a Zohar Yahyaoui, mais il fait partie de la première génération des cyberdissidents. Il y a aussi Salim Barabeya, Waïda Anwar et tant d'autres. Hein. Il y en a plusieurs. Tahlevi également. Astroval, qui a affiché par la suite, après la Révolution, son identité réelle. Il y en a plusieurs, hein, mais je n'en ai pas parlé parce que... Oui, tout à fait. Et même les jeunes, donc, malheureusement, je n'ai pas pu donner plusieurs exemples, mais bien sûr, l'un des premiers cyberdissidents. Alors, par rapport à la notion de cyberdissidence, effectivement, c'est ce que j'ai voulu dire au départ. Maintenant, malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver une notion qui nous permet de rendre compte un tout petit peu de cette effervescence sur la toile et comment les choses évoluent de manière spectaculaire. J'ai pas eu le temps de parler un peu surtout des pages Facebook, parce que maintenant on parle très peu de blogs, puisque les cyberactivistes sont surtout présents sur les pages Facebook. Il y a des pages Facebook qui posent un réel problème, et puisqu'il n'y a pas de contrôle, donc on n'arrive plus à distinguer entre les vrais et les, entre guillemets, les faux cyberactivistes. On sait qu'il y a plusieurs pages créées par des terroristes et qui diffusent des informations extrêmement graves, qui posent des problèmes énormes. Je ne sais pas, mais il s'agit d'outsiders. Hein. Quand on parle de cyberdissidence, c'est surtout des individus qui se positionnent par rapport au régime politique, c'est ça ce qu'on appelait cyberdissident. Mais maintenant, cyberdissident, je ne sais pas si on peut parler de cyberdissident d'un terroriste qui est présent tout le temps sur la toile et qui forme même. Il y a tout un dispositif qui forme des groupes de jeunes. Juste après la Révolution, on a commencé à parler un peu des campagnes menées par qui a organisé plusieurs sessions de formation pour former des blogueurs qui ont coopté même des blogueurs et des Facebookers. Et on a réussi, je pense, à diffuser un peu des informations qui l'intéressaient juste après la Révolution. Donc voilà, moi-même je suis en train de réfléchir un petit peu sur des notions qui me permettent un peu d'être à la page et de distinguer entre les différents acteurs. Je pense que plutôt que de parler de cyberdissidents, il vaut mieux parler maintenant d'acteurs en attendant que les choses évoluent sur le plan de la recherche. Alors, par rapport, il y a juste un... Voilà, par rapport à cette manifestation à Yezifok, d'ailleurs tout à l'heure j'ai juste parlé un tout petit peu des cyberactivistes libyens, il y a une campagne qui a été menée par les cyberactivistes libyens en 2009 et qui ressemble à cette manifestation à Yezifok. C'était la campagne Khalas, ENAF, donc il y avait plusieurs femmes et hommes cyberactivistes qui étaient derrière et qui ont pris des risques énormes. Surtout des cyberactivistes installés en Suisse et aux États-Unis. C'est une copie de Kifaya peut-être. Aussi en Égypte. Mais Kifaya est connu comme Yezifok. Par contre, Khalas, la campagne Khalas, mais ça c'est récent. Ouais, c'est l'effet 10 minutes. Voilà. Merci beaucoup, c'est bien. Donc nous reprenons l'ensemble de questions avec d'abord Hej. C'est une question à deux que vous posez ou deux questions? Donc deux questions. On est les communications à deux, mais les questions à deux, ça. Juste une petite question sur l'AML. Quelle était la proportion de jeunes salafistes parmi les enquêtés? Est-ce qu'ils se sont prononcés sur les autres? Ça, c'est juste. Je réponds déjà. Tellement courte. Merci beaucoup de trois interventions que j'ai trouvées énormément riches. J'ai deux questions bien précises. L'une est pour M. Ahmed.
En fait, je m'appuie sur la question de l'autodidacte et le rejet de l'autorité des autres, le rejet du discours normatif dont vous parlez. Ce que je pense que ces jeunes-là partagent avec bien d'autres élèves, bien d'autres jeunes qui ne s'appuient pas aux religieux. Et de ce fait-là, je me demande si vous pouvez tenter une interprétation de la crise scolaire, mais pas de la façon dont on a parlé hier, relation avec le marché du travail, mais plus comme la manque d'un lieu d'épanouissement, la manque de la reproduction sociale, le rejet de l'école comme un lieu de la reproduction sociale, à travers le regard de jeunes-là. Donc, quand on parle de ces jeunes-là comme des acteurs, des interpréteurs de leur propre réalité, si on pourrait voir la crise scolaire à travers leurs yeux. Et la question que j'adresse à tous trois intervenants, si je ne vous fatigue pas trop, et je sais bien que dans l'espace public, on a trop parlé la semaine dernière, quel est votre commentaire sur la polémique de Dakhlat Bac Sport? Merci. Je voudrais juste signaler que notre jeune collègue est vient de King's College. Oui. Je m'appelle Khalis Boutier, je suis anthropologue sociale et j'enseigne l'anthropologie à King's College à Londres. Merci. Alors ensuite, monsieur Kamel Gaha. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous. En fait, je voulais faire une remarque concernant une idée récurrente qu'on retrouve dans les médias occidentaux et chez nos amis chercheurs très souvent, selon laquelle ce serait l'État national post-colonial qui aurait contribué à délégitimer les institutions traditionnelles. Il me semble que c'est une contre-vérité. C'est un contresens historique. En fait, à la veille de la colonisation, toutes les institutions du pays étaient déliquescentes, y compris les citoyens. Et les velléités de réforme qui ont commencé déjà au XIXe siècle sont partis de Zitoun ou parfois d'hommes politiques. Lorsque Khaldin a voulu, pour sauver le pays, réformer le système éducatif, il a créé 5 rues. Hamoud Besh avait créé et mis en place l'école militaire. Enfin, pour rappeler juste, Zitouna, à la veille de l'indépendance, avait privé Tal Haded de son diplôme. Tal Haded qui est un Zitounien. On l'a sorti de la salle d'examen uniquement parce que pour les Zitouniens, c'est-à-dire pour les ulémas, c'était un obstacle. Comment pouvait-il parler de la femme et des ouvriers comme il le fit? Donc l'institution traditionnelle était déliquescente, était malade. Et l'État national a effectivement entrepris de moderniser, entre guillemets, toutes les institutions du pays, y compris les institutions de formation et d'éducation. Donner crédit à l'hypothèse selon laquelle c'est Bourguiba qui a tué la Zitouna, c'est tout simplement l'argument qu'a utilisé Nahda. Nahda a utilisé cet argument pour jeter le discrédit sur tout le travail effectué par la première génération de nationalistes pour moderniser le pays. Et c'est très grave. Maintenant, le projet de modernisation n'a pas abouti. Certes, il est inachevé. Il est inégal, selon les régions, c'est un fait. Mais est-ce qu'à cause de ces échecs, c'est tout le travail de modernisation de la société qui doit être rejeté et considéré comme un travail négatif? Là aussi, je demanderais à ce qu'on soit un petit peu plus
plutôt d'un. Évidemment, je vois Madame Dakhli qui me rappelle là, et elle a raison. Mais ce que je voudrais dire à nos amis sociologues, c'est que les analyses en synchronie sont magnifiques. Mais oublier la durée, oublier l'histoire, oublier d'historiciser, c'est risquer également de s'enfermer dans des contresens. Parce que ces jeunes, ces adolescents qui se sont mis du jour au lendemain, c'est récent tout cela. Il faut rappeler que ces manifestations spectaculaires de religiosité sont récentes. Il a existé des générations de Tunisiens qui se disent, qui se perçoivent comme musulmans, mais pas d'une manière aussi spectaculaire. Donc il y a eu changement. C'est peut-être ce changement qu'il aurait fallu interroger. Et c'est là où l'idée de projet est essentielle. Hein? L'idée de construction d'un projet, ou de projet en gestation. Merci infiniment. Merci, Clément. Non, si je m'agitais sur ma chaise, c'est pas pour une question de gestion du temps, c'est pour une question de fond. Je réagissais comme historienne, parce qu'évidemment, ça nous amène à toute la complexité de la gestion du temps, et il y a toute une tendance de l'histoire aujourd'hui qui consiste à réfuter l'idée qu'il y a eu une déliquescence des institutions dites traditionnelles. Le terme même de traditionnel d'ailleurs fait évidemment problème. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une réforme au XIXe siècle parce qu'elles étaient déliquescentes, ou est-ce qu'on les a estimées déliquescentes parce qu'il y avait une réforme? C'est tout un débat. Mais... Ce sont les Italiens qui répondent. Parce que ce sont les Italiens qui ont demandé à réformer les avant Bourguiba. Bien sûr, il faut lire le livre de Tahar Marchour. Et là, vous voyez que ce sont les Italiens qui ont demandé à réformer. Alors, nous avons ensuite une question d'Edith Lemaine. J'ai oublié. Oui, vous avez inscrit. Puis ensuite, une question derrière moi, et après, une question. Ce que vous avez dit, donc je non, si, j'avais une petite question par rapport à la... Moi, je me posais la question de la fréquentation des mosquées, et je me demandais justement par rapport à la frontière invisible entre le politique, le civique et le religieux, est-ce que ces jeunes aussi ne sont pas à la recherche, comme de façon totalement normale, de lieux de sociabilité qui, bon, entre le café et la mosquée, et beaucoup plus de lieux de sociabilité, ou peut-être autant, que de lieux de religiosité. Donc, c'est ça. Bon, pour ma part, je ne vais pas, donc je ne sais pas, mais ça m'interpelle là-dessus. Et je voulais aussi, ce que tu as répondu, Adèle, par rapport à l'explication du djihadisme, du départ des jeunes, etc., mais absolument pas antinomique, parce que j'avais l'impression que tu disais, mais non, vous vous trompez, sur la génération Ben Ali et ce qu'elle a produit comme vie de sens dans la tête des jeunes. Je crois que c'est pas du tout antinomique, c'est que oui, il y a quand même, il faut revisiter, est-ce qu'il y a une génération Ben Ali ou post-Ben Ali qui a produit une jeunesse avec un décervelage, avec une perte de repères, une perte de valeurs? Moi, je pense que, enfin, j'ai tendance à dire que oui. Alors, il y a une part de lieu commun, évidemment, parce qu'on va dire, les jeunes aujourd'hui, il n'y a pas besoin de venir en France pour savoir. Il y a la crise des idéologies, il y a, bon, par exemple, je sais pas, moi, j'ai un fils qui me dit quel choix vous avez eu d'avoir des valeurs, des combats à mener, etc. Donc, bon, il y a la crise aussi économique, le manque de projets, la peur de l'avenir, etc. Bon, donc ça, c'est transversal, et on peut considérer que, bon, les jeunes tunisiens sont aussi les grandes victimes autant que d'autres jeunes dans d'autres pays. Mais après, quand on resserre le focus sur la génération Ben Ali, moi je pense que oui, il y a quand même, hier, on a entendu un exposé sur la... Enfin, je ne vais pas du tout être péjorative, mais sur la bouillie qu'on a mis dans la tête des jeunes qui ne savent pas si correctement parler ou l'arabe ou le français, mais c'est un mixte, etc. Sur l'échec en partie de l'enseignement. Bon, c'est aussi le produit quand même de ce qui s'est passé sous le Ben Alisme. Enfin bon, je schématise un peu, mais bon. La corruption érigée en mode de gouvernance, c'est ce que les jeunes ont vu chez leurs parents. Et ça, c'est... Moi, j'étais très sensible quand vous avez dit, bon, quand on voit son père humilié, ça produit quelque chose chez un jeune. Ce qu'on dit des islamistes des années 80, ils sont les fils de qui?
peut-être, mais bon, attends, j'ai pas terminé. Donc, oui, mais bon, je pense, là on revient peut-être à des propos plus transversaux à nouveau, c'est pas non plus spécifique au bénalisme, etc., on va pas faire de la spécificité en trans, c'est spécifique à la sortie de régimes totalitaires ou autoritaires. C'est qu'il y a une crise de la jeunesse, il y a un questionnement de la jeunesse. Moi, j'ai travaillé sur les pays de l'Est, on a assisté aux mêmes explosions de jeunes à la recherche de différentes choses, avec des déviances, avec des rejets. Et je crois que c'est... Bon, il y a quand même à creuser cela sans devenir trop schématique. Enfin, vous voyez, bon, je laisse... Voilà, merci Edith. Autre question, D'abord, je remercie Ahmed Medleti et son travail. Réellement, on ignore la société tunisienne. C'est le premier travail qui s'est installé dans ces régions et s'est conduit. Alors, la question, après la révolution, on est face à une principale question, surtout après les élections de 2014, voilà. Qui appartient de dire l'islam. Surtout les derniers débats entre les mouftis et celui de Bachir Nassim, à qui, si quelqu'un qui peut entrer en islam, par exemple, est-ce qu'il va s'adresser à la Zaytouna ou chez les mouftis, ou peut s'adresser à quelques imam où ce soit. Question aussi qui est allée en parallèle avec la question du charia. Après la révolution, voilà, les demandes de faire pratiquer la charia et que certains partis politiques ont levé ces slogans. C'est ainsi comme anthropologue en anthropologie juridique, j'ai fait constater que la question n'était jamais posée lors de l'histoire de Tunisie, ainsi que toute la construction juridique tunisienne depuis la modernité s'est construite autour du positivisme juridique. Réellement, il n'y avait pas cette question de charia, non de référence à l'islam. Ce qu'il y avait des références au droit. Je soulève aussi la question des recherches des trésors. Voilà, c'est une question. Voilà. Parce que réellement, les sciences sociales, on ignore notre société tunisienne. Et cette question doit être mise en valeur et mise en évidence. Je suis des Tadawines et beaucoup de jeunes. La question s'est posée du jour à l'autre. J'ai vu ça. Réellement. Aussi, le cycle de frustration, mouvement et révolution. Est-ce que ce cycle est encore valide lors de l'ère numérique? La question entre Mme Nejar et Abad Fouki. Est-ce que ce cycle est encore valide? Des frustrations, mouvement et révolution. Why men rebels? Question de représentation pour Mme Nejar, question de représentation sur les réseaux sociaux, les symboliques, ainsi que les questions des choix des pseudonymes, les questions des choix des images et des photos de profil. J'ai-il l'occasion de travailler en sciences politiques au mouvement révolutionnaire post-électoral en 2009 en Iran. J'ai eu l'occasion de faire mémoire à propos de ce qu'on peut appeler l'espace public virtuel ou les mouvements sociaux virtuels. La question qui se pose ici, où est la place de l'espace privé, l'espace intime? C'est la question. Dernière question pour M. Ahmed Medleti, excusez-moi, la question des djihadistes et la question des haragas. Dans la dernière période, voilà, 850 personnes en Méditerranée. Quelle relation entre le djihadisme et les haragas? Voilà, merci. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Fatma, tu laisses tomber. Alors, je vous mets le défi, chacun 3 minutes. 3, ouais. C'est bien. Je commencerai par la fin, par la question
dernier intervenant, oui, c'est-à-dire la question, je pense, à qui appartient de dire l'islam aujourd'hui, une question voilà, qui se pose plus que jamais. Je pense que personne n'a de réponse aujourd'hui à cette question. On sait très bien qu'au moins la réponse est plus évidente et que personne, plusieurs, je dirais, partis, plusieurs institutions, plusieurs groupes prétendent incarner cette parole religieuse, prétendent pouvoir exactement dire l'islam. Et je crois que l'enquête montre surtout tout le désarroi des jeunes face exactement à cette cacophonie, comme je l'ai dit, exactement de cette incarnation en quelque sorte d'une parole religieuse légitime et authentique. Alors pour la question de, je vais prendre le truc à l'envers, d'Edith, je crois que ce qui ressort de l'enquête d'Edith, c'est que les jeunes, surtout les garçons, sans se tromper également, investissent 3 espaces de sociabilité essentiellement. La mosquée, le café et la rue. Et l'enquête montre, et Léva pourrait corriger là-dessus les choses, les 2 espaces qui sont les plus disputés, entre guillemets, les plus, autour desquels il y a le plus de tensions et de lutte entre l'État et les habitants, c'est la mosquée et la rue. Et on voit très bien que énormément de conflits, d'ailleurs, avec la police, tournent autour de ces deux espaces, qui restent, comme ça c'est l'hypothèse de l'IVA, à la place, dont l'enjeu reste pour les jeunes, surtout pour les garçons, le seul moyen d'affirmer un certain pouvoir, une certaine virilité. Voilà. C'est l'espace qui reste le dernier retranchement du pouvoir masculin que l'État essaie de prendre aux jeunes. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes à voir de ce côté-là. Mais il y a au moins ces 3, ce triangle très important, rue, mosquée, café. En dehors de ça, il n'y a rien. Comme les stades, la rue, y compris les stades. Les stades ne sont pas dans le quartier. Je parle au niveau du quartier. Dans le quartier, il n'y a ni stade, ni piscine, bien sûr, ni... La rue, c'est ça. Alors pour la question de Sikemel, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est-à-dire que peut-être que ma pensée a été mal... Enfin, moi je suis allé un peu trop vite aussi. C'est-à-dire, ce que je voulais dire, c'est la chose suivante. Je suis d'accord que l'institution religieuse traditionnelle était en déliquescence avancée au moment où Bourguiba a, je dirais, achevé, enfin la bête un peu blessée, d'accord, et que les Aïtouniens avaient eux-mêmes des projets de réforme très conséquents et très importants, et que ça venait, je dirais, de l'intérieur. Je sais aussi que l'argument, tout ça est un argument qui est bien sûr brandi par les islamistes pour dire que si on est face à un retour du religieux, c'est un retour du poulet, parce que voilà, c'est la faute à Bourguiba. Je suis conscient de ça. Je pense que je n'ai pas dit et que j'aurais dû dire, d'accord, et qui vient en complément à votre remarque, c'est la chose suivante. C'est que quand même, ce qui a été fait après l'indépendance, c'est la chose suivante. C'est l'association entre autoritarisme et clergé officiel. Ce qui a frappé, je dirais, de discrédit, voilà, ce clergé officiel. Ce que je disais dans mon exposé sur la figure du mufti, c'est quelque chose de terrible. L'enquête, toutes les enquêtes d'ailleurs montrent à quel point, aujourd'hui en Tunisie, et je pense que ça va durer encore pour l'éternité. C'est très important. Madame la Présidente, excusez cette indélicatesse. En fait, pour la génération qui a fait l'État national, il y avait une priorité, c'est l'État. Construire l'État. Et la religion devait servir ce projet. Dans ce sens-là, il y a eu instrumentalisation de la religion qui appartient à tous, et non pas au clergé, pour mettre au premier ce projet. Maintenant, la dérive autoritaire, malheureusement, était déjà lourde du bénalisme. Ce sont les inepties et les contradictions de l'État national autoritaire qui vont rendre possible Ben Ali. Ce n'est pas Ben Ali en tant que personne. Oui, mais mais juste deux mots, mais vraiment je termine là-dessus, c'est-à-dire que cette dérive autoritaire est associée à 2 faits importants, je crois, quand on étudie un peu l'institution religieuse de l'intérieur. C'est la fonctionnalisation, qui elle aussi, je crois, a ravagé énormément le crédit. Voilà une question. Et je crois que
cette question continue à se poser aujourd'hui parce qu'exactement après le départ de Troïka, on revient à ces débats-là. Je pense que ça ne va pas se régler de sitôt. Alors pour Hegel, je termine avec, puisque j'ai pris les choses à l'envers, pour Hegel, on n'a pas de données sur ça, mais on a des données intéressantes. C'est-à-dire, cette personne ne viendrait dire je suis salafiste, djihadiste, terroriste, pour terminer la série. Non, mais mais on a des données assez intéressantes. Par exemple, est-ce que les jeunes sont pour ou contre le classement de Ansar Sharia comme groupe terroriste? Et là, ça nous donne des choses intéressantes. Et par exemple, là, on a des points de vue assez partagés. Hein. Une bonne partie des jeunes considèrent qu'il ne fallait pas classer, j'ai pas les taux ici, enfin, c'est-à-dire je les ai dans le livre, Ansar Sharia comme groupe terroriste, et on a également une autre donnée qui est plus importante. La plupart des jeunes du quartier considèrent que ce qu'on dit sur Douariche et sur le salafisme de Riche, c'est le produit d'une surmédiatisation. Ce qui montre que voilà, les choses sont un peu... Vraiment, on est dans des situations très polarisées. Voilà. Merci Ahmed. J'ai dépassé mes 3 minutes. Hein. Un tout petit peu. D'accord. Vous êtes chez vous. Très bien. Ah oui. Et elle, j'ai sauté ça. Je suis désolé. Allez, 30 secondes. Oui, non, mais... Désolé. Non, de toute façon, à l'école, c'est-à-dire la question autodidacte, c'est autre chose. C'est-à-dire cette prétention qu'ont les acteurs de dire je peux interpréter le texte sacré tout seul. C'est ça ce que je voulais dire par ça. C'est-à-dire être dans une sorte d'exégèse autodidacte du texte religieux. Mais autour de l'école, il y a énormément de choses dans l'enquête. C'est un peu ce que je disais hier, c'est-à-dire la question du mérite qui reste quand même centrale malgré la crise de l'école. Il y a cet investissement incroyable des familles autour de l'école et qui, d'ailleurs, tout ça ne fait qu'augmenter, voilà, je dirais, le degré de frustration des jeunes de ce quartier. Voilà. Je n'ai pas répondu à votre question, mais j'essaie un peu de... Voilà. Mais on en parlera plus tard. Oui, je suggère que vous échangez les adresses e-mail. Oui, en fait, je voudrais revenir sur la notion de génération Ben Ali, et pas de label déposé. Je ne dis pas que ce qu'a fait Ben Ali, vous avez parlé d'échec de sa politique, je ne sais pas s'il avait une volonté de réussite en fait, dès le départ. Je ne dis pas que Ben Ali a produit cette génération-là, en fait, mais je pense qu'il y a des spécificités à étudier dont on ne prend pas du tout, je pense, suffisamment en compte les conséquences que ça se met au sein de la jeunesse. C'est clair que ce n'est pas quand tu nous dis qu'on trouve une jeunesse désœuvrée, qui n'a pas vraiment de valeur, de normes, etc. Ce que vous disiez tout à l'heure, on n'est pas des produits, on est des sujets pensants, actifs, qui ont le droit de rêver, etc. Mais voilà, j'ai grandi en France, en banlieue. On n'était pas là dans une logique où on avait le droit d'espérer, de rêver, il n'y avait pas de production. Ce qu'on disait tout à l'heure, l'échec des idéologies, elle est bien là, mais elle a produit du vide, en fait. Et du coup, qu'on ait le djihadisme, c'est pas surprenant, en fait. On peut prendre, comment dire, moi j'ai pu voir l'arrivée du salafisme au début des années 2000, là où j'ai grandi, en fait. Et ce que j'ai vu aussi à Sidi Bouzid ou à Guesseling, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas des spécificités de la Tunisie, c'est que les parents n'étaient plus des figures de référence, qu'il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de projet de société proposé aux jeunesses ou à la jeunesse, que ce soit en France ou en Tunisie ou ailleurs. Quand on voit cette génération d'après-guerre qui a eu accès à la consommation de masse, comme une quête du bonheur, je ne sais pas. On peut en voir aujourd'hui l'échec, on n'est pas des consommateurs, on ne veut pas l'être, même si on a grandi dans une génération de consommateurs. C'est juste qu'il y avait ces idéologies dans les années 60, 70, jusqu'au début des années 80, où peut-être que le communisme était un peu le moteur de tous les mouvements de libération nationale. Donc ça, c'est la génération de mes grands-parents. Et je le redis, la nature a horreur du vide. Les penseurs, on va dire islamiques ou islamistes, sont arrivés par la suite avec une vraie radicalisation. En fait, je pense qu'il faudrait plutôt étudier le radicalisme politique. Qu'est-ce qui fait qu'on va s'engager dans le castrisme, dans le communisme, dans le guébarisme? Et qu'est-ce qui fait que le djihadisme est un relais? En fait, on peut étudier les spécificités du djihadisme en lui-même, l'échec de l'islam politique, ce que dit par exemple Olivier Roche, je trouve ça intéressant. Mais en fait, pour moi, il y a une continuité de cette génération des années 60. J'ai un petit peu étudié le castro-guébarisme
et en fait le terrorisme. Et en fait, c'est exactement les mêmes méthodes. C'est exactement les mêmes méthodes. Ou peut-être ce besoin de la jeune ou des jeunes générations de s'approprier la société. Sauf que si on prend mai 68, on a la jeunesse avec la massification de l'éducation qui dit ouais, on veut s'exprimer, etc. C'est cette même génération qui est toujours en place, en fait, qui est majoritaire d'un point de vue démographique, qui vote, etc. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est intéressant d'étudier ces générations. Je ne pense pas qu'il y ait une spécificité du bénalisme qui produit du djihadisme, mais en revanche, il y a beaucoup de points communs entre ça et voilà, ce serait intéressant. Merci. C'est tout à fait important et intéressant ce parallèle que vous faites avec d'autres types de radicalisation ou d'engagement, de rupture. Sihem, 3 minutes, si vous voulez. Je commence par le choix de l'île. Il faut dire qu'il n'y a pas. Et les symboliques, il y a pas mal de travaux sur les symboliques de ce bout. Et tout à l'heure, j'ai évoqué les travaux de Rachel Nezri et de Mariam Rachour. Mais il faut dire qu'au départ, les pseudos font partie d'une tactique de la part des cyberactivistes pour contourner un peu la censure et le contrôle de la cyberpolice. Mais actuellement, c'est vrai qu'il y a très peu de pseudos. Généralement, les acteurs sur la toile numérique affichent leur identité réelle. Mais c'est vrai qu'il y a certains acteurs qui préfèrent se présenter sous forme de pseudo, et ce sont généralement des pseudos provocateurs. Alors, par exemple, je prends un exemple très simple, le Tangour, par exemple, qui a été d'ailleurs invité par l'éditeur dans une émission sur le français. Parce qu'il y a un commentaire, pourquoi j'ai retenu ce terme de Tangour, parce que j'ai suivi un petit peu la dynamique par rapport à cela. L'un des jeunes l'a qualifié de Tangour et il a pris un peu de mise. En fait, c'est Angour, effectivement. Et l'une des photos que j'ai voulu vous montrer concerne le piratage de la page féminine du Mali par l'Angour, justement, par des islamistes. Donc il y a des pseudos comme ça qui permettent à ces acteurs de se positionner dans cet espace pour revendiquer certaines identités idéologiques, islamistes, etc. Ou autres, même dans les groupes féminines, il y a des pseudos de jeunes filles qui sont dans cette logique de provocation. Concernant les images, je ne sais pas, les images. Question d'imaginaire social. C'est imaginaire social. Oui, elle a tout à fait faire. Je n'ai pas travaillé sur ça, mais comme piste de réflexion, je pense que c'est intéressant de travailler. C'est en relation avec la question principale, où est l'espace privé, où est la sphère intime. Par rapport à la sphère intime, dans les premiers travaux sur le cyberactivisme, les blocs ont été présentés, par exemple comme le travail d'Anne Belkin sur les blocs de jeunes belges. Elle montre très bien que c'est une sorte d'autobiographie finalement. Un blog, c'est un espace qui permet aux acteurs de se présenter, c'est un espace de présentation de soi, etc. Et c'est toute la dynamique entre le privé et le public qui est en jeu. Bon, actuellement, il y a toujours, même sur la sphère, il y a toujours une prise de conscience de la part de ces acteurs entre les messages privés et les messages publics. Qu'est-ce qu'on peut diffuser, qu'est-ce qu'on peut échanger entre, à l'intérieur d'une même communauté, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a même des sociétés secrètes au sein de cet espace également. Par rapport à des pages d'extrémistes qui comprennent des informations mais on sait très bien qu'il y a des communications souterraines en quelque sorte. Sinon, pour Dakhla, l'export, il faut avoir un peu plus de recul, mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau, c'est Daesh. C'est Daesh. Non, là, c'est pas nouveau. Je pense qu'il y a... Surtout l'étendue, peut-être aussi. Bon, il y a plusieurs hypothèses par rapport à ça.
Il y a d'abord le conflit de génération. C'est le conflit entre d'abord les enseignants et les élèves. Il y a très peu de travaux là-dessus. Maintenant, le conflit devient prend de plus en plus d'ampleur. Mais je pense que c'est aussi une recherche de reconnaissance sociale, une certaine reconnaissance sociale. Ça mérite un autre séminaire. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui... Avec plaisir. On commence à y penser une suite éventuellement. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie. En 5 secondes, parce qu'elle y met d'appeler tout à l'heure. 5 secondes. C'est l'élément de l'autre. Parce qu'il a facilité le chiffre que j'ai sur les chiffres. Parce qu'on a une question sur c'est des définitions de un item où on pose élève, on le demande. Définition du salafisme. Groupe extrémiste voulant imposer son point de vue à la face des autres. Tu l'as donné. C'est 51%, je crois. Merci à vous.